Merci d'être là et bienvenue dans ce webinar où je vais vous partager mon retour d'expérience sur les Web Core Vitals ou Core Web Vitals, selon si on le prononce à la française ou à l'anglaise. Je prends la main sur les slides. Alors je me présente. Je suis Gilles Guérand, directeur technique de Calliope depuis plus de 20 ans maintenant. Donc j'ai une longue expérience sur les sujets de web performance pour des projets digitaux depuis l'historique du web, depuis que ça existe, qui m'amène aujourd'hui à partager mon expérience sur les Core Web Vitals, parce que c'est un sujet qui est d'actualité, qui est assez passionné, presque un peu religieux par moment, je reviendrai là-dessus, et qui mérite encore d'être démystifié. Calliope en une minute, ça c'est les technologies qu'on utilise aujourd'hui. Dans nos projets, on est des spécialistes des projets, délivrer des projets digitaux qui ont généralement une grande complexité. Voilà, on travaille essentiellement dans l'écosystème cloud, JavaScript, headless, architecture composable. C'est notre cœur de métier, notre cœur d'expertise. Et quelques logos de nos clients, voilà, qui sont un peu dans tous les domaines d'activité, que ce soit l'hôtellerie, la pharma, l'industrie, le e-commerce, le retail, les banques. Voilà, on n'a pas de thématique favorite. Généralement, on travaille quand même avec des grands comptes qui ont un modèle économique très porté sur le digital. Alors, au sommaire, je vais forcément devoir réexpliquer un peu ce que sont les Core Vitals, leur philosophie, pourquoi ils sont là. Et ensuite, j'irai sur un chapitre un peu plus délicat qui concerne l'alignement entre tous les corps de métier dans un projet digital, qui ont tous des objectifs différents, qui regardent tous des outils différents et qui ont beaucoup de mal souvent à s'aligner sur cette thématique-là. Et puis en synthèse, je donnerai quelques recommandations de terrain de ce qui a pu être observé dans divers contextes projets qui ont donné de bons résultats. Alors, c'est quoi les Core Vitals ou les Core Web Vitals? D'après la définition que Google en donne lui-même, il parle d'une initiative Google. Donc, on leur a rien demandé, entre guillemets. Donc, ils ont pris l'initiative de créer des indicateurs de qualité pour mesurer la qualité d'une expérience utilisateur. Donc, ce n'est pas exactement la performance au sens juste la vitesse, mais c'est la qualité du ressenti de l'utilisateur lorsqu'il navigue sur un site. Donc, on parle bien d'initiative dans le sens où ce n'est pas une sorte de consortium qui aurait édité des standards. C'est Google qui a pris cette initiative de créer ces indicateurs-là qui deviennent actuellement des standards, on va dire, de facto, de standards industriels et pas par un consensus de scientifiques, et ce serait entendu. Vous connaissez sûrement PageSpeed. Tout a commencé un peu par là. Je pense que c'est le site le plus ancien qui aborde le sujet. Donc, PageSpeed permet de vous donner ces métriques de Core Vitals lissées sur 28 jours. Donc, souvent, quand vous y allez, vous verrez, ça s'affiche très, très vite parce qu'en fait, c'est toujours la même chose qui s'affiche pendant 28 jours jusqu'à la prochaine mise à jour. Ça ne concerne les Core Vitals en général et ceux collectés par Google, ça ne concerne que des captations depuis Google Chrome ou Chromium, parce que sans savoir, vous avez accepté en installant Chrome et Chromium d'envoyer ces données à Google. Et Google différencie desktop et mobile, et il a bien raison, parce qu'en fait, les métriques ne sont pas les mêmes entre desktop et mobile pour plein de raisons, on y reviendra. Et ça se base sur un échantillonnage. Donc, échantillonnage, c'est-à-dire sur 1000 visiteurs, il y en a quelques-uns qui sont captés, et les données envoyées à Google pour créer, après, cette moyenne lissée sur 28 jours. Après, ce qui s'est passé après PageSpeed, c'est que Google a aussi fait des effets d'annonce qui ont créé un mouvement de panique dans la plupart des agences SEO, agences marketing, direction marketing, direction digitale. Google dit deux choses qui peuvent être un peu contradictoires et qui laissent un peu un flou à l'interprétation. Ils disent oui, on prend en compte les Core Vitals dans le positionnement des pages au niveau référencement naturel. Mais dans le carré du dessous, là, ils disent aussi on continuera quand même de présenter ce qui est le plus pertinent en termes de contenu, même sur des pages décevantes.
Et ils sous-entendent que c'est plutôt un différenciateur pour les contenus qui sont le contenu ne suffit pas, et en gros, s'il y a 1000 sites qui disent tous la même chose et qu'on copie-coller les contenus entre eux, peut-être que le corps va-t-il se renvoie. Donc, il n'y a rien de très clair, d'édité, de très scientifique là-dedans, on n'est que sur l'interprétation sur des propos de Google dans diverses publications, qui laissent entendre qu'il y aurait un impact, mais sans vraiment pouvoir mesurer quel est cet impact, dans quelles conditions, et quel est le poids en fait, des core vitals dans le ranking. Est-ce qu'on se retrouve en position 3, 4, 5 ou 10 à cause ou grâce à ça? Ouais, ça, c'est la libre interprétation. Dans les core vitals, il y en a 3 principaux que je vais aborder là, puis j'en aborderai d'autres derrière qui ont une dépendance qu'il est important de comprendre pour comprendre ces 3-là. On va commencer par le Largest Contentful Paint. Donc, d'après Google, il dit le LCP, Largest Contentful Paint, c'est le délai d'affichage de l'élément le plus grand dans la page. C'est-à-dire que la page se charge et l'élément le plus grand, le compteur s'arrête là. Quand l'élément le plus grand arrive, on arrête le chronomètre. Ça sous-entend que tant que l'élément le plus grand n'est pas arrivé, l'utilisateur il est un peu paralysé en attente ou qu'il ne va pas vraiment naviguer ou cliquer, que c'est l'indicateur du chargement de la page. Avant, on avait des indicateurs plus techniques, genre le DOM complete ou ce genre de choses-là. Là, c'est une vision plus visuelle de la page. Elle est chargée quand j'ai le bandeau, par exemple. Donc, par exemple, là, sur le site Calliope, on voit qu'on a une page blanche, ça charge, le bandeau de fond se charge progressivement en fonction de la bande passante. Là, j'ai simulé une bande passante un peu faible pour avoir cet effet-là. Et là, il nous highlight, voilà. C'est quand ce bandeau arrive, il estime que le critère Largest Contentful Paint, qui est à peu près vers 2 secondes ici, ce qui est plutôt un bon score pour notre site. Le LCP, il est là. On a des nouveaux outils intéressants maintenant dans les développeurs, les Chrome Developer Tools. Dans l'onglet Performance, ça a été rajouté récemment. Maintenant, vous pouvez directement naviguer, vous ouvrez l'onglet Performance et ça vous donne ce score, évidemment, sur ce qui se passe dans votre navigateur à vous. Selon la qualité de votre réseau, si l'image est déjà en cache, etc., ça va aller plus vite. Là où le PageSpeed donne une moyenne par rapport à tous les internautes, qui peuvent éventuellement, pas en France, avec un réseau plus lent également. Mais en tout cas, en termes de debug pour les développeurs, etc., maintenant, ils ont sous les yeux cette information en permanence qui les aide à avoir une idée de score et puis qui leur dit que c'est le div Hero Overlay Light. Là, ici, on le voit. Ça donne les dimensions en haut à gauche, 1092 par 737. Et on peut tricher sur le LCP. Donc, certains s'amusent à tricher avec ça. Donc là, par exemple, vous avez un site qui force l'événement au plus tôt pour que Google soit trompé, en fait, et au plus tôt dit « Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai un truc grand, là, et j'ai rien de plus grand que ça. » Ça devrait être, normalement, l'acceptation des cookies, donc on voit à gauche dans la capture. Mais non, c'est le background, en fait, qui est un peu plus grand et qui arrive plus tôt dans la page, qui fait qu'on a LCP à 806 millisecondes, ce qui est exceptionnel, avec une image, en plus, qui est déjà chargée en base 64 dans la page, quoi. Donc, c'est des techniques lorsque, typiquement, la pression de l'agence marketing ou du SEO est tellement forte que finalement, ça pousse un peu à tricher pour dire voilà, le score, il est génial. Voilà. Ce qui n'est pas très positif quelque part, parce que OK, on a des très bons scores et tout le monde est content, mais du coup, on ne mesure plus vraiment l'expérience utilisateur. On est juste en train de scorer et de tricher sur le score. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est des techniques qui sont assez... de plus en plus répandues aujourd'hui. Donc, il y a même des modèles économiques qui se créent autour de ça. Le deuxième critère dans les 3 core vitals, c'est l'interaction to next paint. Alors celui-ci est récent, il a remplacé le first input delay qui a disparu, qui est déprécié. Alors celui-ci, quelle est la philosophie? La philosophie, c'est de venir mesurer la réactivité des interactions dans la page. C'est-à-dire, Google considère que quand on clique quelque part, qu'on appuie sur le clavier quelque part, s'il y a un délai entre le moment où on clique et une réaction dans la page, c'est perturbant pour l'utilisateur. Ça nuit à la qualité de l'expérience utilisateur. Donc, la recommandation ici, c'est-à-dire quand on clique quelque part, que ce soit un bouton, une case à cocher, un select box ou au clavier, une autocomplétion par exemple, il faut indiquer le plus tôt possible à l'utilisateur qu'on a pris en compte son action et qu'on va lui donner un résultat. Donc, typiquement, un truc qui se déplie et après avoir le résultat. Un loader qui se charge, n'importe quoi qui donne une information visuelle
que la donnée le résultat va pas tarder à arriver, quoi. Donc ça, c'est la démonstration un peu scientifique. Donc là, typiquement, ici dans cet exemple, on clique, on a un mouse down, souris en bas, et puis on a un mouse up, souris en haut. Et c'est l'élément le plus long sur un même bouton qui va être considéré. C'est-à-dire si on clique 3 fois sur un bouton, que c'est rapide, lent, bah, c'est le lent qui est le score, quoi. Et donc le plus long des 3. Petit exemple ici, une autocomplétion sur une ville, donc Bruxelles, etc. Et donc on voit que l'élément le plus long, c'est 88 millisecondes, et c'était au clic. C'était même pas l'autocomplétion qui est le plus rapide. Et vous avez à droite interaction, l'historique. Donc vous avez tous les événements qui sont à 16 millisecondes, 24, 24, 72 et 88. Et c'est le 88 qui va faire le score de l'INP ici pour l'utilisateur. Et ça va s'ajouter d'autres interactions dans la page. C'est-à-dire que c'est la totalité des interactions de l'utilisateur dans la page, et c'est quand il quitte la page que la somme est constituée et envoyée comme métrique à Google. Donc là, de nouveau, je vous montre le petit onglet performance dans les DevTools là, qui aide à investiguer en local. Alors évidemment, ça, c'est des choses qu'on a en local pendant qu'on développe. Après, on peut aller l'observer sur la production également. C'est pas forcément représentatif de toute l'expérience de tous les utilisateurs, mais au moins, quand il y a un truc énorme, ça permet quand même de l'investiguer assez rapidement. Troisième critère, cumulative layout shift. Celui-ci, pas nouveau, il était là déjà depuis quasiment le début. Cumulative layout shift, c'est ça. Le principe, c'est de pénaliser de nouveau. Alors, comme l'INP, l'INP, le bon score, c'est 0. C'est impossible, parce qu'il y a forcément des GDL. Et après, c'est du malus. Donc, ça s'augmente sous forme de malus en partant de 0. Cumulative layout shift, c'est pareil. Le meilleur score, c'est 0. Et ensuite, on a du malus à chaque fois que dans la construction de la page, dans la façon dont elle se charge, elle s'affiche, il y a des décalages qui se créent. Des décalages qui se créent, on a le header qui arrive, et puis hop, il y a un truc qui s'intercale et qui pousse le site vers le bas, tout ça, malus à chaque fois que ça arrive. Donc là, ici, typiquement, l'exemple, c'est j'ai un order confirmation, j'ai une petite bannière d'information qui s'affiche et qui pousse vers le bas les boutons et le texte, en fait. Là, malus, parce que moi, je voulais cliquer sur Go Back, et finalement, je vais cliquer sur Submit Order, parce que le truc, c'est décalé vers le bas. C'est ça que Google cherche à pénaliser avec ce critère-là. Et je pense que là, on a tous vécu des sites qui se construisent, on a l'impression d'un effet de saccade, que ça clignote un petit peu, et c'est assez désagréable. Exemple en prod, vous pouvez y aller sur le site de Microsoft. J'aime bien les prendre comme victimes à chaque fois sur le site de Microsoft, parce qu'ils ont des très très mauvaises métriques Core Vitals. Mais typiquement, ils ont mis leur bannière d'acceptation de cookies en haut de la page. Ce que personne ne fait, mais ils ont réussi cette prouesse, et ça décale tout le site vers le bas. Donc forcément, mauvais score là-dessus, et forcément c'est désagréable. On arrive sur le site, on va cliquer sur le menu, et le site se décale vers le bas, et on ne clique pas sur le menu, on clique sur accepter les cookies. Bon, c'est malin, mais... et donc, voilà, typiquement, vous avez en rouge ici tout ce qui est pénalisé, parce que vous avez carrément toute la page qui se dépasse vers le bas. Et vous avez d'autres éléments, d'ailleurs, qui sont problématiques dans leur page. La petite illustration que vous voyez en bas à droite, le laptop, en fait, il est plus grand que la boîte. La boîte violette que vous voyez, en fait, est plus petite que l'image, et donc, du coup, quand l'image se charge, ça agrandit la boîte, et donc ça pousse de nouveau vers le bas. Tout comme les petites icônes qui sont en dessous, quoi. Voilà, tout ça est pénalisé dans ce score-là, parce que cet effet de construction est typiquement désagréable sur ce site-là. Et pendant que ça se passe, moi, j'ai pas envie de cliquer, de naviguer, j'attends que ça se termine, quoi. Alors, vu d'ensemble maintenant de ces 3 core vitals que vous avez au milieu, là, le Largest Contentful Paint, Cumulative Layout Shift et Interaction to Next Paint. Le premier, Largest Contentful Paint, n'est pas lié à l'interaction et vraiment l'expérience utilisateur en navigation. Il n'y a pas d'interaction là-dessus, c'est juste le temps d'une construction de chargement de la page, quoi. Et il est dépendant du First Contentful Paint, juste avant, qui est forcément, pour que l'élément le plus grand arrive, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'affiche d'abord dans la page. Donc, généralement, ça peut être un logo, un header, il y a toujours quelque chose qui arrive avant le grand bandeau, et qui est dépendant aussi du time to first byte, c'est-à-dire le moment où votre navigateur commence à recevoir quelque chose de serveur.
Donc la séquence complète, c'est vous appelez une URL, on attend de recevoir quelque chose du serveur, qui est généralement le squelette de la page HTML, qui ensuite va commencer à présenter des choses, appeler des images, décorer, et ensuite appeler le hero, le bandeau, qui lui est généralement l'élément le plus grand de la page. Donc cette séquence-là, c'est le premier critère, alors que les deux autres sont liés à soit la stabilité visuelle, dans le cas de Cumulative Layout Shift, c'est un critère de visuellement être stable, et le troisième qui est l'interactivité. C'est là où l'utilisateur est acteur de ce critère-là. C'est lui qui crée la note en naviguant. Et avec plusieurs événements qui créent une somme, quoi. Donc voilà, là je reviens sur le premier, time to first byte, qui par exemple 1.8 secondes. Quelque chose s'affiche dans la page, j'en suis à 2.2 secondes, et puis le héros arrive juste après, j'en suis à 2.3 secondes. Donc pour faire mieux que 2.3 secondes, il faut faire mieux sur les étapes d'avant. C'est pour ça qu'il faut observer les étapes d'avant pour pouvoir améliorer l'étape finale, quoi. Et typiquement, une time to first byte à 1.8 secondes, c'est-à-dire 1 seconde 8, pour recevoir des données du serveur, il y a forcément un problème de cache. Quand on a un cache qui fait le boulot, à 99% des internautes servis par du cache, on devrait être à plutôt 0,3 secondes, 300 millisecondes. 1.8, c'est que massivement, les utilisateurs ne sont pas servis par le cache CDN ou Varnish ou quoi que ce soit qui est devant, mais ont parfois un peu de cache et souvent pas de cache, et qui font que la moyenne, qui peut être de 300 millisecondes à 3 secondes, fait 1.8, quoi. Bon, ça, c'est un premier indicateur. Quand vous avez une métrique de ce type-là, c'est le principal problème à résoudre pour avoir un LCP qui soit correct. Sinon, vous n'avez aucune chance. Si vous avez déjà un malus de 1.8 secondes, quoi qu'il arrive au démarrage, vous ne pourrez pas avoir un LCP. Là, il est plutôt pas mauvais, hein, parce qu'il n'y a que 500 millisecondes d'écart entre le time to first byte et le LCP. Alors justement, le time to first byte, j'en parle un petit peu. Le time to first byte, entre le moment où on fait un appel ou on reçoit quelque chose, il se passe beaucoup d'opérations techniques qui concernent généralement les IT, les Ops. Il peut y avoir des redirections, alors là du coup qui concernent peu les Ops, mais qui peuvent concerner des plans de redirection que vous avez historiquement, etc., qui impactent ce score-là. Et puis des éléments techniques, alors évidemment il y a du HTTP cache avec du DNS, des certificats, enfin voilà, il y a tout un tas d'opérations, etc. Ici, c'est la boîte bleue, en fait, le time to first byte, et ça s'arrête à ce moment-là, juste avant que la réponse, en fait, soit le démarrage de la réponse arrive. Alors, ouais, pour conclure là-dessus, donc ça, forcément, c'est des opérations très techniques, mais encore une fois, ce critère n'apparaît pas naturellement dans les core vitals, il apparaît un peu en dessous, dans le PageSpeed, vous l'avez comme critère secondaire. Mais pour le critère LCP, comme je le redis, c'est le premier souvent coupable, il est quand même là. Quand il est très 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 bon, que le LCP est très mauvais, voilà, c'est plutôt les images, les compressions des images, la taille des images. Voilà. Maintenant, je souhaitais aborder le sujet sur, une fois qu'on a redéfini un peu ces core vitals, comment ils marchent, pourquoi ils sont là, ce qu'ils sont censés faire, l'alignement entre les différents corps de métier. Alors, on va regarder un peu comment se passe un projet digital ou une Digital Factory. Voilà. On a généralement quelqu'un qui joue le rôle du product owner, concepteur du produit, hein, qui demande un certain nombre de fonctionnalités qui va influencer le backlog des fonctionnalités qu'il va falloir développer, que l'équipe aura en charge. On a toujours quelqu'un de l'équipe marketing qui travaille avec une agence SEO ou qui fournit la compétence SEO. Des designers, UX, UI designers, des développeurs front-end, et ensuite là j'ai mélangé DevOps et back-end, parce qu'ils ont des considérations assez similaires quand on parle de core vitals. Et généralement ils ont une préoccupation différente, c'est-à-dire que ici plus c'est foncé, plus ça va vers le foncé, là plus généralement les core vitals sont en sujet de préoccupation. Donc le PO, il est préoccupé par les core vitals, mais j'ai quand même rarement vu un PO qui priorise
le scoring ou l'amélioration de l'expérience utilisateur au détriment d'une fonctionnalité métier urgente. C'est genre la fonctionnalité, il faut quand même la livrer à la fin de la semaine, à la fin du sprint, elle est quand même attendue. Et ça sera dommage pour les core vitals, mais c'est un crève-cœur pour les PO généralement. Le marketing, non. Là, il n'y a rien qui passe devant. UX, UI, ils sont sur des Figma, design, etc. Ils sont en avance de phase souvent sur les projets et les fonctionnalités. Ils ont peu de considération. Là, c'est un sujet un peu lointain. Les dev front, ils aimeraient y travailler plus, mais ils ont quand même... il faut quand même qu'ils développent, ils sont plus préoccupés par la qualité du code, la maintenabilité, que aller à tout prix, aller améliorer un bout de scoring. Ils vont pas se faire... ils vont plus se faire engueuler, entre guillemets, si ils n'ont pas livré la fonctionnalité avec le bon niveau de qualité que si le score est passé de 1.2 à 1.3. Quoi. Les DevOps backend, généralement, ils ne savent pas de quoi on parle. C'est pas un terme. Voilà. Alors, j'ai mis un petit sous-titre en dessous. C'est quoi leur préoccupation principale à chacun? Donc, les PO, généralement, c'est les fonctionnalités. Devant les core vitals, le marketing, c'est le SEO dont les core vitals font partie. UX UI, l'expérience utilisateur au sens fonctionnalité, user journey, etc. Sans le détail de la micro-expérience de chaque bouton. Les développeurs, la qualité de code, et les DevOps backend, on est plutôt sur la stabilité de la plateforme, la scalabilité aussi, la sécurité, etc. Alors j'avance. Maintenant, dans chacun de ces corps de métier, quel est leur impact dans leur travail, dans ce qu'ils demandent et leurs actions sur les core vitals, indirectement ou directement. Le PO, lui, il a un impact sur tous les core vitals indirectement, parce que c'est lui qui va prioriser les actions. Donc, il va faire en sorte qu'on a envie de voir ou pas les scores, de se préoccuper de savoir ce qu'il faut améliorer ou pas améliorer, de prioriser dans le sprint à venir telle action qualitative plutôt qu'une fonctionnalité. Donner aussi l'espace budgétaire, l'effort, en fait, pour contribuer à l'amélioration de ces scorings-là. Donc, il a un impact indirect, pas technique, mais plutôt dans l'intention et la posture. Les équipes marketing SEO, paradoxalement, elles ont très peu d'impact dans leurs actions, autres que leur seule façon d'agir, en gros, c'est d'en faire une priorité et de le rabâcher, de répéter que c'est important, d'avoir un pouvoir presque de blocage, de nuisance pour toutes les actions tant qu'on n'a pas amélioré tel ou tel score. Quoi. Mais après, il ne délivre pas quelque chose. Alors, il peut y avoir un impact négatif parfois sur des add-ons JavaScript, typiquement un chatbot, des outils d'A/B testing que les équipes marketing souhaiteraient et qui sont inclus dans les pages et qui peuvent dégrader, créer notamment sur du cumulative layout sheet, tout ça. UX UI, il y a une responsabilité indirecte sur l'INP et le CLS. Indirect, je dis bien, mais plutôt par absence de certains designs. Je vais prendre des exemples après. Donc, par exemple, les designs d'animation, de skeleton, de structure de chargement de page, qui sont rarement designés. Et finalement, c'est le développeur front qui s'en préoccupera ou pas. Voilà, du coup, quand c'est pas designé et que c'est le développeur front qui s'en préoccupe pas, c'est généralement ce genre de situation qui amène des cumulative layout sheets parce qu'il n'y a pas de skeleton et que la page se construit de façon saccadée. Les DevOps plus Dev Backend, ils ont un impact pour le fameux time to first byte qu'il y avait tout à l'heure par rapport au système de cache, à la configuration des CDN, etc. Qui, lui, a un impact, ce time to first byte, sur le LCP, le Largest Contentful Paint, et aussi sur l'INP, parce que l'INP, les interactions typiquement autocomplétion ou moteur de recherche, c'est des appels back-end qui ne sont pas cachables, qui donc dépendent du temps de réponse du back-end. Donc c'est là où les devs back-end ont un rôle à jouer. C'est tout ce qui n'est pas dans le cache, et qui est lié à de l'interaction utilisateur et qui est dynamisé côté serveur. Donc, je prends un exemple, les loggings, les my account, les moteurs de recherche, les tunnels de souscription, les tunnels de vente dans le e-commerce typiquement, qui sont ultra importants parce qu'il y a de la perte de conversion typiquement sur des problèmes de lenteur dans des tunnels de conversion. Et ça, personne ne regarde
jamais, enfin, c'est très rare d'avoir un regard des core vitals sur les tunnels, en fait. On est toujours à checker la home page, la fiche produit, les choses qui sont cachables et indexables, en fait, par Google, et rarement les fonctionnalités qui, pourtant, ont un rôle à jouer important dans la conversion des utilisateurs. J'avance. Alors, ça, c'est pour illustrer la difficulté entre les dev-front et les designers. Typiquement, la partie gauche, là, ça s'appelle des skeletons. C'est ce qu'il faut faire pour ne pas avoir un mauvais score sur les cumulative layout shift. Et typiquement, l'image qui se chargerait, qui décalerait vers le bas, quoi. C'est d'avoir des squelettes qui préfigurent en fait les positions de chaque élément avec les largeurs hauteurs qui sont déjà préconfigurées pour que les éléments viennent se mettre exactement dans les emplacements attendus. Et pour faire patienter l'utilisateur, un petit effet, souvent vous avez vu sur ces sites, vous allez sur Airbnb, vous avez cet effet-là, voilà. Et ce petit effet qui fait patienter l'utilisateur. Et ça, c'est la pratique attendue. Malheureusement, souvent, c'est pas designé. Les développeurs n'ont pas forcément le temps, le budget ou le réflexe de créer des skeletons. Donc voilà, donc ça c'est un grand classique d'une zone grise entre certains corps de métier. Autre zone grise, c'est ce time to first byte à 1.8, comme je disais tout à l'heure, il devrait être plutôt à 0.3 pour être correct. Aussi, il y a un peu une zone grise, parce que ce que je dis là, en fait, la plupart du temps, personne ne se le dit, quoi. Personne ne se dit, j'ai une seconde, c'est pas normal, j'ai un problème de cache quelque part, à qui j'en parle, qu'est-ce que j'en fais de cette information, hein. Voilà, donc ça c'est le classique. Je vous invite à checker pour vos propres sites. Donc, alignement. On revient sur ces différents corps de métier. Et qu'est-ce qu'ils regardent en termes de performance? Parce que même quand ils commencent parce qu'on en parle beaucoup maintenant des corps vitals, donc il commence à y avoir quand même quelques habitudes, que regarde chaque corps de métier? Donc, généralement, les product owners, PageSpeed, ils connaissent pour certains Crux ou Crux VI, je vous montrerai après ce que c'est, mais pas tous. Généralement, c'est l'outil simple, quoi. Un PageSpeed, on regarde ce que c'est facile, ça prend 3 secondes. Voilà. Ça, les décideurs aussi font ça, les grands patrons font ça, c'est le truc que tout le monde regarde. Le SEO ou l'équipe marketing, ils ont des outils de SEO, généralement, les SEMrush, ou du Content Square. Enfin, il y a un milliard d'outils qui maintenant ont des chapitres, soit des core vitals, soit d'aspiration, de browse en fait, du site pour sortir des scores. Enfin, voilà, ils ont leurs propres outils, mais souvent, c'est des outils de marketing qui contiennent une fonctionnalité pour évaluer ces métriques-là. UX, UI, généralement, ils ont pas, parce qu'ils sont souvent en avance de phase sur les développements. Il n'y a pas encore de production, ou c'est des évolutions qui ne sont pas encore. Donc, il n'y a pas des rituels où des designers viendraient régulièrement voir en production ce qui se passe, quoi. Si on ne leur montre pas, en tout cas, on ne les invite pas dans des rituels à observer. Proactivement, j'ai rarement vu un designer qui le fasse, donc qui ne regarde pas ça. Les dev front, ils ont souvent les outils de développement quand ils sont en train de développer. Donc, Chrome DevTools, que j'ai montré tout à l'heure, qui a bien évolué pour avoir des retours en quasi temps réel sur ce qu'on est en train de faire. Lighthouse, c'est l'outil historique. Mais j'y reviendrai parce que le Lighthouse, c'est pas les core vitals. C'est un outil de debug intéressant, mais qui ne donne pas la même métrique. Les DevOps backend, ils ont des outils de monitoring infra sur la disponibilité des services, CPU, RAM, disque, check de sécurité, parfois des APM, des outils de métrologie backend, qui montrent des transactions lentes, mais c'est très luxueux. Ça aussi, c'est assez rare d'avoir des équipes qui ont des APM sous les yeux. Alors qu'il existe d'autres outils qui, eux, sont très riches en informations pour les core vitals. Je vais en parler juste après, les real user monitoring notamment, d'outils comme Web Page Test. Mais cela, personne ne regarde de façon proactive au quotidien dans le travail. Parce que c'est un peu éloigné, ça demande un effort de discipline que de le faire. Donc, PageSpeed, est-ce que c'est bien de le regarder ou pas? Oui, c'est bien, parce qu'il faut se dire que c'est ce que les patrons regardent. Donc, il faut savoir avec quel niveau d'information ils reçoivent quand eux-mêmes vont aller faire un test pour se dire est-ce que mon site web que j'ai payé cher, il performe. Donc, ils vont aller là-dessus. Donc, il faut savoir ce qu'ils voient pour pouvoir juste en parler et comprendre de quoi on parle, quoi. D'ailleurs, ici, on voit un time to first byte à 1.2 secondes. Pas terrible. Lighthouse, c'est bien aussi, les développeurs en ont besoin,
mais c'est vraiment un outil de debug. Hilaritas, en fait, simule un débit très lent sur un smartphone de type Motorola, enfin, pas de dernière génération, pour grossir le trait et mettre en évidence des choses à améliorer. Mais c'est pas du tout représentatif des core vitals qu'on aura une fois en production. C'est uniquement une mise en évidence de certains critères qui aident les développeurs à voir des choses évidentes. Et par ailleurs, ça ne peut pas capturer vraiment l'INP qui vient des interactions que font vraiment les utilisateurs. Bah, on peut que le simuler en cliquant soi-même, en fait. On va cliquer un peu, mais on ne va pas être représentatif de la masse de tous les utilisateurs. Crux, c'est ça, ou c'était ça, parce que ça devient un peu déprécié maintenant. C'était intéressant parce que ça permettait de voir, en gros, l'évolution des core vitals dans le temps. Mais comme il faut un mois pour que ça se rafraîchisse, en gros, là, octobre, vous avez octobre, c'était le page speed en octobre, septembre, le page speed en septembre, etc., etc., etc. Donc on voit, c'est comme voir le page speed des mois précédents. C'est intéressant, ça permet de traquer un peu les évolutions positives, négatives sur le long terme. Donc quelque chose en plus qui est exportable, on peut en faire un PDF, le transmettre dans un comité de direction, enfin bon. C'est un outil marketing intéressant. Un nouvel outil qui remplace Crux, c'est Crux VIS, je ne sais pas comment on le prononce, VIS, et qui permet de parler dans une plage de temps un peu longue. Ici, on est du mois de mai, donc on est sur 6 mois, de voir l'évolution des métriques dans le temps, mais du coup, également quasi temps réel, c'est-à-dire qu'on peut le voir la journée. Ça permet de réagir beaucoup plus vite. Ici, on voit là, par exemple, une courbe, c'est le cumulative layout shift. On voit qu'il était très bon à 0, et puis qu'il est monté en malus, et que là, il y a des correctifs qui ont été pris, et il commence à redescendre. Donc là, c'est très intéressant pour avoir l'impact d'une modification corrective qui a été faite, et de ne pas attendre un mois pour ça, quoi. Read User Monitoring. Alors ça, quand on a ça sous les yeux et qu'on sait s'en servir, c'est le top. Ça montre en temps réel. Alors ça, c'est pas les données captées par Google, c'est un agent qu'on met dans son navigateur, côté front-end. Ici, c'est Neuralink, je vous montre, mais ça existe avec Dynatrace, avec Sentry, il y en a plein des outils qui font ça maintenant. C'est un petit agent qui se met sur votre front-end et qui vient capturer la même chose que ce que capture Google depuis Chrome directement. Donc, ce ne sera pas ISO en termes de métriques, parce que ce n'est pas les mêmes algorithmes exactement, on ne sait pas exactement ce que fait Google, etc. Mais bon, ça reproduit le même mécanisme pour capturer ça en temps réel. Donc là, on a, par exemple, sur les 30 dernières minutes, une capture, et on voit qu'on a des captures qu'on ne va jamais voir. C'est-à-dire qu'on peut, du coup, aller trier par page, pour avoir toutes les pages, et pas que la home page. Et dans toutes les pages, voir, tiens, le moteur de recherche, par exemple, je n'avais pas pensé à regarder. Le moteur de recherche, en fait, il a un LCP qui est super lent. Donc ça, c'est une mine d'informations pour aller plus travailler l'amélioration de l'expérience utilisateur dans la vraie vie que juste faire du scoring pour le SEO. Ça permet aussi d'avoir des répartitions géographiques, typiquement pour voir ce que vivent les utilisateurs qui sont aux États-Unis quand on est tout centré sur des solutions franco-françaises en termes de cloud, de CDN, etc. Bon, si on n'a pas de marché aux États-Unis, c'est pas grave. Mais si on en a un, bah, du coup, c'est grave. Et là, on voit par exemple qu'on a des moins bons scores sur tablette, mais avec très très peu de pages vues. Donc, c'est pas grave, il y a peu de trafic sur tablette. Je crois que Nicolas reconnaît. Et Et donc là, voilà, par exemple, ça permet de voir qu'on a eu des appels de pages lentes sur le My Account qui concerne l'espace utilisateur. Donc c'est important quand on a des clients qui se loguent sur son site de savoir s'ils vivent une bonne expérience ou pas. Et du coup, on est complètement décorrélé de la considération SEO. Donc c'est ça aussi qui est un petit peu difficile, c'est que le SEO a pris un peu le devant de la scène sur les core vitals et tout l'effort doit être porté là-dessus, parce qu'on est, entre guillemets, en entrée du tunnel, en acquisition avant, alors qu'il y a autant à faire pour la rétention des utilisateurs et de l'expérience vécue dans la manipulation de l'outil. Ce qui est, je vous montre aussi ici, c'est que ce qui est intéressant dans ces outils-là, type APN, enfin, je parle Neuralink, Dynatrace, Sentry, etc., c'est le concept de distributed traces, c'est-à-dire qu'on arrive à faire le lien entre
une mauvaise expérience front-end, cliquer dans les outils et aller jusqu'à un appel back-end et comprendre pourquoi l'appel back-end, donc là, typiquement ici, comprendre pourquoi l'appel back-end était lent. Si on a un moteur de recherche qui a mis 4 secondes à réagir, ben, ça nous aide à aller investiguer le pourquoi ça a mis 4 secondes à réagir et à réduire drastiquement le temps de correctif pour les développeurs. Parce que leur dire juste c'est lent, ça ne les aide pas beaucoup. Après, il faut qu'ils aient des outils d'observabilité pour comprendre pourquoi c'était lent et comment réagir. Donc, au bout du bout, qu'est-ce que je conseillerais en termes d'organisation entre les équipes? C'est de mettre sur le devant de la scène les outils d'observabilité, type Real User Monitoring ou APM pour la partie back-end, dans les rituels. Dans les rituels, si vous travaillez en Scrum et qu'il y a une démo toutes les 2 semaines, par exemple, une démo des fonctionnalités du produit, de faire aussi une démo des dashboards Real User Monitoring, APM, sur comment se sont passées les 2 semaines passées. Est-ce qu'il y a des choses à apprendre qui pourront enrichir le backlog du futur, quoi. De la même façon, montrer dans les comités pilotage, dans les comités projet, voire faire des rituels dédiés, mais partout où tous ces corps de métier se regroupent pour motiver par des rituels, pour avoir un petit chapitre dans lequel on montre ces métriques-là, exactement comme une entreprise profiterait de rituels pour montrer le chiffre d'affaires, la marge, etc. Mais ici, qu'on a tous les corps de métier autour de la table. Ça prend 2 minutes et généralement, c'est très parlant parce que c'est très visuel. Alors, ça se prépare un peu, donc qui doit préparer ça? Ça dépend de qui a la sensibilité la plus élevée, qui maîtrise le mieux les outils. Il faut trouver un candidat qui porte ce sujet, qui vient dans les rituels de présenter. Est-ce que ça doit être dans les entreprises? Est-ce que c'est le comptable, le directeur qui présente les chiffres? Et ici, ça peut être autant le PO que l'équipe marketing ou qu'un Scrum Master qui le ferait. En synthèse, du bout du bout, sur les core vitals, c'est important de vous entendre sur le pourquoi tel ou tel niveau de performance attendu. Est-ce que c'est un stress, l'annonce Google pour le SEO? Est-ce que c'est pour le tunnel de vente? Est-ce que c'est les deux? Si c'est les deux, vous n'allez pas observer les mêmes choses. Mais le pourquoi est quand même important. Ça peut amener à faire de la triche, comme je vous montrais tout à l'heure, ce qui n'est pas très intelligent. Je vous conseille de faire des dashboards montrables, parfois simplifiés, parce que vous ne pouvez pas montrer les mêmes dashboards quand vous le montrez peut-être à une direction qu'à des développeurs. Mais construire 3-4 dashboards un peu représentatifs, et les mettre tout le temps dans les rituels, c'est important. Éviter le scoring stérile, qui ne sert à rien. On adore le scoring, tous, génération jeux vidéo, des high scores étaient toujours les premiers. Enfin, bon. Mais bon, dépenser l'énergie pour ça, ça sert à rien. Les zones grises, attention aux zones grises entre les corps de métier, les designs manquant parfois, l'absence d'interprétation sur les caches. Enfin, ça aussi, ça peut poser quand même, ça peut faire du mal sur l'expérience utilisateur. Et ça, côté PO, réussir côté PO à concilier dans la balance fonctionnalité à tout prix et équilibrer avec des critères qualitatifs, pas que la performance, hein, ça peut être aussi l'accessibilité, ça peut être aussi d'autres critères, mais de vraiment peser la balance et de laisser de la place dans les équipes projets, les équipes de développement à autre chose que de la fonctionnalité, mais aussi de la réduction de la dette technique, de l'amélioration de l'expérience utilisateur, de la performance, etc. Et voilà, et il reste un petit peu de place pour des questions si vous en avez. N'hésitez pas dans le chat, je laisse une minute comme ça, et s'il n'y a pas de questions, on pourra clôturer la session. Je vois Someone qui peut écrire, j'attends.
Alors j'ai deux questions. La première, je ne suis pas sûr de comprendre. Bons outils utiles pour la comparaison sectorielle. C'est quoi Trio, je n'ai pas la ref. J'ai pas la ref de Trio. Si vous pouvez préciser la question. Meilleur conseil, Quick Win, 20% d'efforts qui ferait 80% des résultats. 20% d'efforts, 80% des résultats, comment dire. Le time to first byte, ça influence quand même le LCP. Donc, et là, c'est les caches, les systèmes de cache. Donc, là, souvent, ça peut être spectaculaire, le gain. Quand on a juste trouvé l'endroit où la configuration était... je prends un exemple, typiquement, la plupart du temps, quand on a un CDN type CloudFront, Cloudflare, je sais pas, enfin, un truc qui est censé faire du cache, et qu'on a quand même un time to first byte qui est lent, c'est que ce cache n'arrive pas à faire un cache très utile pour tout le monde parce que le back-end qu'il y a derrière, par exemple, si c'est un CMS, type Drupal, WordPress, je sais pas quoi, le système qu'il y a derrière envoie des directives au cache qui sont un peu confusantes. C'est-à-dire, il va dire au cache, fais un cache par utilisateur parce qu'on fait un cache qui varie selon les cookies. Fais un cache qui varie selon le pays dans lequel se trouve l'utilisateur, qui varie selon je ne sais pas trop quoi, ce qui fait que le CDN qu'il y a devant, il va créer autant de caches quasiment que d'utilisateurs, et finalement, la probabilité d'arriver sur le site avec pas de cache, elle est très importante. Et donc souvent, c'est une incompréhension côté back-end, entre le back-end et celui qui gère le CDN. Typiquement, si la personne qui gère le CDN n'est pas la même que celui qui développe le site web. Du coup, ils ne se parlent pas, ils ne se comprennent pas, et le CDN sert un peu à rien, le back-end ne sait pas comment marche le CDN, et finalement, il n'y a rien qui en cache pas. Donc ça, c'est souvent le plus spectaculaire pour le LCP. Après, pour le cumulative layout shift et je dirais c'est dans la conception, pour le cumulative layout shift, c'est dans la conception de prévoir des squelettons. Si vous mettez comme effort de dire, dès qu'on sait qu'on a des appels asynchrones, c'est-à-dire qu'il y a des appels en Ajax avec des scripts qui vont peupler, même pour les images, de toujours prévoir des squelettons avec une définition de longueur-largeur et des emplacements, quoi. Parce que c'est pas très cher à designer, et si les devs après ils ont ça, ils n'ont pas besoin d'y réfléchir, et puis quelque part vous allez sauver votre cumulative layout shift. L'INP sur les interactions, ce qui est pas cher et qui a un bon résultat également, c'est un principe de développement. Dans le principe de développement, d'avoir une sorte de charte pour tous les développeurs, de dire, dès qu'il y a une interaction, dans votre code, mettez un impact visuel avant de charger les données. Le grand classique, c'est l'autocomplétion. L'autocomplétion, la mauvaise pratique classique qu'on voit partout, c'est je saisis des textes, j'appelle une API qui me dit MOL, c'est Montpellier, machin, machin, machin. Parce que j'ai reçu les données de l'API, j'affiche à l'écran. Et en fait, il faut inverser ce principe dans toutes les user stories, de dire, quand tu tapes les premières lettres, j'ai d'abord un effet visuel, qui peut être un loader avec de nouveau un skeleton. J'appelle la donnée et puis je rafraîchis mon visuel par la vraie donnée. Donc de le décrire directement dans la user story, comme ça il n'y a pas besoin d'aller le corriger après coup. Alors comparer son site avec d'autres du même secteur, avec de l'agrégat, de data exploitable, il y a des outils marketing qui font ça. Parce que c'est vrai que Google a fait une sorte de moyenne. Les critères vert, orange, rouge, c'est des définitions de ce qu'il estime être acceptable, quel que soit le segment ou le secteur d'activité. Il y a des outils marketing qui font ça, mais après c'est un peu moins mon domaine, mais c'est une bonne question. Mais globalement, si vous vous fiez aux critères de Google pour être vert, ça ira. Hein. Il n'y a pas vraiment un secteur d'activité qui dirait qu'il est très mauvais par rapport à un autre, quoi. Tout le monde a à peu près les mêmes critères. C'est plus difficile pour certains quand même, sur typiquement de l'applicatif très dynamique. C'est dur pour un X, j'allais dire Twitter, mais pour un X ou un Facebook, où c'est beaucoup de données chaudes, en gros. Donc il y a très très peu de choses qu'on peut mettre en cache. On peut faire que des squelettons sur X ou sur Facebook.
C'est beaucoup plus facile pour un site de communication qui est que de l'éditorial, où on peut tout mettre en cache, quoi. Et c'est un peu hybride pour le e-commerce, où il y a des parties qu'on peut cacher jusqu'à la fiche produit généralement, les catalogues, etc., jusqu'à la fiche produit, c'est assez cachable. Et dès qu'on rentre dans le tunnel de conversion, bah là, c'est plus cachable, c'est des appels d'API, donc c'est un peu plus compliqué. Bon, mais si pas d'autres questions, on va clôturer la session. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.